Bienvenue à tous. Pour ce numéro de Moi Femme, nous mettons le cap sur le Canada où nous retrouvons avec beaucoup de plaisir Yvette Lapa. Vous allez le voir, c'est une jeune femme pleine d'énergie, surtout solaire, qui a plus d'une corde à son arc lorsqu'il s'agit de vie professionnelle. Nous allons ensemble revenir sur son parcours avec un focus sur la femme amoureuse de fitness, coach Zumba. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous accueillons, Yvette. Bienvenue. Merci à vous. C'est un plaisir d'être ici aussi. Nous avons fait le choix, l'équipe de Moi Femme a fait le choix de débuter avec la femme grande amoureuse de fitness. Parlez-nous un peu de votre rencontre avec la Zumba. Alors, la Zumba, c'est une histoire d'amour. C'est une histoire qui a commencé en tant que participante dans des classes. Je ne pouvais pas m'empêcher à chaque semaine d'aller bouger dans les gyms. Écoutez, vous savez, à l'époque, on pouvait aller, quand on était un peu plus jeune, dans les boîtes de nuit, on pouvait aller s'amuser. Et quand j'ai découvert qu'on pouvait faire la même chose sans l'alcool, sans la cigarette, sans tous les désavantages de la nuit, en fait, de la vie nocturne, j'étais plus que ravie. Alors, c'est pour ça que je me suis retrouvée continuellement dans les rangs de ces cours qui avaient pris l'appellation de Zumba. Avant, c'était du cardio-danse, c'était de l'aérobie. Et tranquillement, la Zumba est née et je me suis retrouvée comme ça à danser avec des participants. Puis un beau jour, quelqu'un m'a dit, mais toi, tu ne devrais pas être ici. Tu devrais être sur la scène. Tranquillement, j'ai laissé passer ce message. Je me suis laissée courtiser par ce message et tranquillement, je me suis dirigée dans ce cheminement-là, très, très inattendu en fait, finalement. Vous partez par exemple du fond de la salle pour le devant de la scène où vous devenez coach Zumba et à regarder les images de vos séances, c'est assez solaire, c'est plein de rythme, ça transpire la joie. C'est cette ambiance certainement qui vous a captivé et qui vous a séduite. Certainement, je pense qu'il y a quelque chose de magique là-dedans. Je ne pense pas qu'on puisse l'expliquer. Il y a quelque chose de chimique et quelque chose qui allie et la musique et l'exercice et le partage avec des gens qui fait que ça devient une activité, comment dire, donc tous ces ingrédients-là font un mélange assez gratifiant, assez intéressant que je n'ai pas trouvé ailleurs en fait. On dirait que les endorphines, je ne sais pas, peut-être se multiplient parce qu'il y a le mélange de musique, le mélange de partage, de sensations avec le groupe et aussi l'activité physique en tant que telle. C'est un métier comme un autre ou bien il a un cachet qui le rend certainement particulier? Écoutez, c'est drôle parce que je suis à la base ce qu'on peut appeler une intellectuelle. Hein. Moi, j'enseigne à l'université, je travaille, je fais des gros mandats. Mais je me plais souvent à dire aux gens que ce que je préfère, c'est ma petite heure de Zumba que je passe avec les gens. Parce qu'on dirait qu'une fois qu'on a mis le cerveau à off, et qu'on se donne la permission de se défouler, on dirait que ça recharge complètement les énergies. Moi, je dis toujours, c'est magique. Je ne comprends pas comment ça se fait que ce soit aussi agréable. Et quelque part, je ne veux même pas comprendre. Je veux laisser ça un peu mystérieux, vous voyez. Ça participe au plaisir qu'on a à s'adonner à ce genre d'activité. Voilà. Dans tous les cas, vous avez parlé de cet aspect intellectuel. On reviendra sur la conseillère en architecture financière que vous êtes. Mais poursuivons un peu dans ce labyrinthe. Je propose labyrinthe parce que les cours se suivent et forcément ne se ressemblent pas lorsqu'il s'agit de Zumba. Parce que vos élèves aussi changent. Au fil des rencontres, on parle de la Camerounaise installée au Canada qui arrive à s'imposer dans un domaine. Normalement, il est des clichés qui font que vous ne devriez pas peut-être occuper ce devant de la scène.
Bon, le devant de la scène, écoutez, on peut relativiser, vous savez, parce que à la base, c'est un partage hein, que je fais avec les participants et eux, m'en donnent et je leur en donne aussi. C'est un échange. Et je crois que ça participe au fait que ce soit agréable parce qu'il n'y a personne qui est le grand patron, hein, vous savez, et c'est une relation vraiment d'égal à égal où on se fait du bien. On se fait du bien de façon mutuelle. Ce que je pourrais dire, en fait, c'est que moi, mon apport, c'est de m'assurer qu'on a une bonne playlist, de m'assurer que j'ai de la bonne humeur à partager et aussi d'être prête à rester à l'écoute des gens et à recevoir ce qu'ils ont à offrir ce jour-là. Des fois, les gens arrivent sur la piste de danse tout déprimés, tout, comment dire, fatigués de leur journée. Et moi, je leur dis, écoutez, ici, il n'y a personne qui vous regarde. Vous êtes là pour vous. Bravo d'abord d'être là. Laissez-vous aller avec la musique. Et j'avoue que c'est aussi mon cas. Des fois, quand j'arrive, je suis toute fatiguée. J'ai toute ma journée sur les épaules, 10 réunions en ligne que j'ai fait depuis la veille. Et là, je me dis, bon, là, ici, on oublie tout le reste et on se lâche, on se laisse porter par la musique, on se laisse porter par les mouvements. Et on dirait que le corps sait quoi faire et il embarque. Et c'est comme ça qu'on passe 1 heure de défoulement. Voilà. Revenons un peu sur votre parcours de femme noire au Canada. L'immigration est de plus en plus prisée par les femmes africaines. Elle est révolue l'époque où ce sont les hommes qui partaient chercher la pitance. Quel regard portez-vous sur la société canadienne quand on sait qu'elle n'est pas si éloignée sur le plan multiculturel ou même linguistique du contexte camerounais? Effectivement, le Canada est l'autre pays du monde qui est bilingue français-anglais avec le Cameroun. Donc, c'est quelque chose de commun. On appartient à la fois au Commonwealth et à la francophonie. De ce point de vue-là, c'est super intéressant. Mais on ne peut pas parler d'immigration sans avoir une petite pensée un peu triste par rapport à tous les enjeux globaux, tous les enjeux mondiaux en lien avec l'immigration, les politiques nationales et internationales qui ont cours. Effectivement, ce n'est plus l'apanage que des hommes, c'est l'apanage de tout le monde qui réussit à trouver la brèche, si on veut, ou le moyen d'être sélectionné hein, par un pays ou un autre pour l'immigration. Effectivement, ce n'est plus seulement les hommes qui s'y lancent. S'installer dans un pays comme le Canada pour une femme est signe d'office de réussite ou alors on devrait être confronté à une toute autre réalité? C'est un bien grand mot, hein, le mot réussite. Je dirais humblement que tout est relatif en termes de réussite. Mais ce que je peux mentionner, c'est par exemple au Canada, les avantages des droits de l'humain, droits de l'homme, droits de la femme, les avantages structurels de fonctionnement qui permettent à tout un chacun d'évoluer selon ses capacités. On réussit à obtenir des outils pour arriver à atteindre ses objectifs. Je ne dirais pas que tout est rose non plus. Il y a quand même des enjeux associés à l'équité, à la diversité, à l'inclusion. Parfois, on vit des situations un peu moins élogieuses. Donc, c'est un cheminement. Ce n'est pas parfait. On a des conditions intéressantes à différents égards, mais je crois que le propos doit être nuancé parce que chaque cheminement est unique. Donc, voilà. Vous êtes le prototype même de la femme moderne, c'est-à-dire qui a plusieurs casquettes, enseignante, coach et surtout maman. On va s'intéresser à la maman que vous êtes, votre expérience. Est-ce que c'est une expérience ensoleillée ou bien ça s'assimile à ces jours d'hiver assez glacial où on n'a pas envie de pointer le nez dehors en se posant la question de savoir à quand la fin?
Alors, deux choses que je pourrais mentionner par rapport à mon parcours de maternité. La première, c'est que chacun a un parcours unique. Hein. On y va selon nos capacités, selon notre entourage, selon le contexte dans lequel il nous est donné d'être maman. Moi, j'ai la chance d'avoir eu au niveau de la santé pas de problème majeur. Je crois que ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que oui, on a beau avoir la santé, on a beau avoir un contexte favorisant, les conditions ne sont pas toujours les mêmes, étant donné l'Occident et peut-être l'Afrique. Ce que je peux observer du haut de mes quelques maternités, c'est que on a un contexte peut-être en Afrique un peu plus soutenant, un peu plus encadrant, un peu plus, tu sais, on a un petit cocon autour de nous quand on est mère, que ce soit pour la première ou il y a quelque chose de sacré associé à la maternité et c'est quelque chose que je chéris beaucoup, peut-être parce que ça m'a manqué. Ici, dans le contexte occidental, c'est un peu différent, dans le sens qu'on peut très rapidement se retrouver toute seule. Et bon, l'idée, c'est peut-être d'aller rechercher ces réflexes culturels, de s'entourer, d'aller chercher de l'aide, parce que ça peut très, très rapidement devenir difficile. La manière d'obtenir de l'aide ici n'est pas nécessairement organique, si on veut, comme en Afrique où tout le monde va tout de suite se grouper autour de la maman. Exactement. Alors qu'ici, peut-être que la jeune maman doit faire des démarches par elle-même pour s'assurer d'être entourée. Donc, c'est deux expériences différentes, si on peut se permettre de comparer, où il faut simplement savoir comment naviguer à travers le système. Nous, naturellement, on fait rapidement le lien avec l'autre aspect de votre vie, le coaching. Est-ce que la maternité a été un frein à l'exercice de ce métier-là? Mais alors là, absolument pas. Au contraire, la maternité a été un catalyseur pour moi, enfin, je vais dire le coaching, l'exercice physique a été un catalyseur pour ma maternité. Parce que honnêtement, je ne sais pas comment j'y serais parvenue si je n'avais pas été active. Alors, ma seule condition, ma seule prière, on va dire, que je faisais quand je suis tombée enceinte pour la dernière fois, je me suis dit, il faudrait que je garde la forme. Il faudrait que je sois capable de continuer à coacher mes participants. Il faudrait que je continue à bouger. Et pour ça, je remercie la médecine. Je remercie ma gynécologue, docteur Sans Regret, qui, de manière très naturelle, m'a expliqué et m'a dit, écoutez, dans votre état, vous continuez à faire ce que vous faites, vous ne changez rien. Alors, c'est vraiment une pensée là qu'on entend souvent, une légende urbaine de dire que la femme enceinte ne doit pas bouger. Mais alors, dans mon cas, ça a été tout à fait le contraire. C'est le fait de bouger qui m'a encouragée, qui m'a conduit de manière sereine du début à la fin de cette grossesse-là. Et docteur Sans Regret était formelle. Elle disait, votre corps sait déjà ce que vous êtes en train de faire. Vous n'êtes pas en train d'entreprendre une nouvelle activité physique que votre corps ne va pas reconnaître. Alors, vous êtes en mesure, avec des petites précautions par-ci, par-là, de continuer votre activité physique. Et les avantages associés à l'activité physique sont de loin plus importants et plus intéressants que les petites craintes qu'on peut avoir par rapport à la femme enceinte. Alors, si j'ai quelque chose à dire par rapport à ça, aux gens qui se posent la question, ben, référez-vous à votre médecin et vérifiez quels sont les risques concrets associés par rapport à mon état de santé, par rapport au risque pour moi en tant que femme enceinte de continuer à bouger. Hein. Dans tous les cas, après une maternité, les femmes, certaines, ont du mal à se réconcilier avec ce nouveau corps. Ça a été le cas pour vous ou est-ce que le sport a été comme un élément assez important pour que vous ne voyiez pas forcément cette différence-là?
donner la vie, c'est quelque chose de complexe, c'est quelque chose de... On le fait hein, naturellement, tout se passe bien, puis c'est quasiment miraculeux hein, au niveau biologique, au niveau du corps, au niveau même spirituel. Il se passe tellement de choses qui seraient difficiles à décrypter. Mais ce que je peux dire, c'est que forcément, quand on passe à travers un accouchement, quand on donne la vie, le corps s'en ressent. Hein, on ressent comment dire, des conséquences, pas forcément négatives. Oui, au niveau physique, il y a des choses à rétablir. Donc, on passe à travers un rétablissement suite à un accouchement. Ce que je pourrais dire, c'est que le pas à pas, d'après mon expérience, est super important. Il faut se réapproprier point par point ce corps qui nous sert d'enveloppe et ne pas négliger le mental aussi. Et en ce sens-là, je trouve que l'exercice physique vient répondre aux deux éléments. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'empêcher de bouger parce qu'on a mal ici ou on a mal là. Il y a une discipline qui s'appelle la physiothérapie, dont j'ai profité amplement. Je salue ma physiothérapeute Maude, qui m'a, dès les premières semaines après mon accouchement, initié tranquillement aux exercices que mon corps était capable de faire. Et encore là, c'est très important de travailler avec des professionnels et de respecter le rythme de récupération de son corps. Je dois vous dire que juste quelques semaines après, j'étais capable déjà de faire quelques exercices qui ont été adaptés au fil du temps. Et je dois vous dire que 4 à 6 mois après, voilà, je pouvais déjà refaire les mêmes activités qu'avant. Donc, ce n'est pas une course, hein, ça aurait pu être plus long. Mais ce que je trouve important, je pense que toute femme devrait avoir droit à cette réhabilitation progressive suivie par un professionnel, en fait, après un événement aussi important physiquement, émotionnellement et spirituellement qu'un accouchement. Voilà. Dans tous les cas, dans le contexte subsaharien, puisque nous sommes en Afrique, cet autre aspect-là est encore, on n'y est pas encore, mais progressivement, la nouvelle génération de femmes l'intègre, l'activité physique, les exercices physiques, les salles de fitness sont de plus en plus prisées par les jeunes femmes qui ont ce souci de se retrouver, ce souci de garder la forme malgré le nombre de maternités, ce qui nous amène à vous poser la question en tant que coach, comment intégrer l'activité physique au quotidien, que cela devienne comme un mode de vie? Quels sont les secrets de réussite? Alors, personnellement, je n'ai jamais été une personne, comment dire, mince. Les gens qui sont allés à l'école avec moi le savent. Je n'ai jamais valorisé l'apparence physique, jamais de la vie. Mais par contre, j'ai toujours été sportive. Ce que je pourrais dire en premier, c'est qu'on court tout droit vers un échec si l'objectif premier, c'est d'avoir un beau ventre plat ou des belles fesses bombées. Je ne crois pas que ce soit les bonnes raisons de faire de l'activité physique. Pour que l'activité physique devienne un mode de vie, il faut focaliser sur les avantages holistiques de l'activité physique. Il faut focaliser sur le fait que, au niveau des endorphines, ça nous améliore l'humeur, ça fait du bien. Et puis, au niveau de notre santé, c'est vraiment magique. Il y a énormément de maladies qu'on peut s'éviter juste en faisant de l'activité physique. Et si je reviens au point que vous avez mentionné tout à l'heure du fait qu'en Afrique, on n'a pas beaucoup de professionnels du sport, beaucoup de professionnels de la santé, je dirais que non, c'est pas vrai. Je pense que les gens, les infirmières, les coachs sportifs peuvent se spécialiser en rééducation périnatale. C'est très facile. Il y a des petites formations d'appoint qui existent, qui permettent à la personne de se renseigner et de voir comment on fait
avec une femme qui vient d'accoucher puis qui se remet de son accouchement? Comment on intègre tranquillement l'exercice physique dans son quotidien? Quel mouvement elle peut faire le 7e jour ou le 10e jour après son accouchement? C'est simplement de valoriser les apports que peut avoir cet exercice-là sur son quotidien. Et donc, je dirais que il faut focaliser de manière générale, si je reviens à votre question sur pourquoi on fait de l'activité physique, comment on fait pour que ça devienne un mode de vie, ben, c'est simplement en le faisant pour les bonnes raisons, en le faisant parce que ça nous fait du bien. Et je dirais choisir l'activité physique qui nous procure du plaisir. Je crois que c'est pas une pénitence, c'est pas une punition. Si je n'aimais pas danser, je ne ferais pas de Zumba. Alors, je dis aux gens, venez dans mon cours, mais quand les gens me disent, ah ben moi je préfère nager, ben, je dis, ben, très bien, allez nager. Vous comprenez? Donc, essayez de voir au niveau personnel, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me fait du plaisir, qu'est-ce que je serais prêt à aller faire à chaque jour, quel que soit mon horaire, quel que soit mon emploi de temps. Donc, c'est de là que ça part. On n'est pas obligés tous de faire la même activité, mais l'essentiel, c'est de trouver qu'est-ce qui nous permet de bouger et qu'est-ce qui nous fait plaisir. On retient simplement que pour une activité physique, on devrait prendre du plaisir à faire ce qu'on fait et que cette activité ne devrait pas être une pénitence, comme vous l'avez dit. Revenons un peu sur les années avant votre départ pour le Canada. Lorsque vous décidez de franchir le pas, vous étiez déjà fixé sur ce que vous alliez faire? Oui, bon, ayant fait un bac scientifique, c'était clair que j'allais vers les disciplines scientifiques, donc mathématiques, informatique. C'était quand même assez clair là, ce que je voulais faire au Canada. Vous êtes passionné de Zumba, ça on le sait déjà, mais vous êtes aussi passionné, peut-être les téléspectateurs ne le savent pas, de technologie. Et vous travaillez depuis plus de 20 ans, ça n'y paraît pas, vous ne faites pas, à positionner la technologie comme allié de l'humain. Oui, en fait, pour moi, c'est un privilège de travailler dans le monde des technologies. J'enseigne précisément les transformations numériques. On est dans une ère où c'est le buzz, c'est la technologie partout, les technologies conversationnelles, ChatGPT et tout ça. D'ailleurs, je commence mon cours la semaine prochaine à HEC Montréal sur la transformation numérique. J'aborde ces enjeux-là avec beaucoup d'humilité parce que ce que je pourrais mentionner ici sur le plateau de Dash, c'est le regard, comment dire, d'inéquité encore que je peux observer par rapport à ces technologies-là. Le monde avance, ouais. On s'en va loin, on s'en va très loin avec les technologies, mais il y a toujours une disparité globale dans le monde par rapport à toutes ces technologies-là. Une disparité qui est encore plus accentuée ici en Afrique subsaharienne. C'est ça, c'est difficile d'enseigner ces éléments-là sans avoir une pensée pour le tiers-monde. Ben, le tiers-monde, on n'utilise même plus ce terme-là, mais les pays en développement oui. Où les gros moyens ne sont pas disponibles. Je parle souvent à mes étudiants de littératie numérique. C'est difficile, même en Occident, c'est difficile. Bonne littératie numérique. Alors, imaginons dans les pays en développement les moyens que ça prendrait pour y arriver. Moi, je dirais simplement aux jeunes qui ont leur faculté, hein, qui ont leur cerveau, investissons dans la connaissance, de ne pas lâcher, de continuer. À cet égard, d'ailleurs, je pourrais en profiter pour parler d'une bourse encouragement qui va être lancé cet automne, en septembre, pour encourager les jeunes filles
dans les domaines des technologies qui auraient la chance de venir à HEC Montréal. Donc, c'est une bourse qui va être offerte exclusivement aux étudiants internationaux que j'ai ouverte. Je me dis, c'est peut-être une première pierre qu'on peut mettre pour encourager justement cette littératie numérique auprès de nos populations de pays en développement. Donc oui, le monde avance, oui, on est ébloui par la technologie, mais comment faire? Donc ça, c'est une de mes préoccupations, comment dire, qui me fait réfléchir la nuit. Comment faire pour que tout le monde avance ensemble? En parlant de cette bourse-là, je pense que les téléspectatrices sont intéressées. Est-ce qu'il y a un critère d'âge, de pays spécifique où tous les pays y ont accès? Non, c'est ça. Toute étudiante, donc fille qui arrive à Montréal, à HEC Montréal et qui s'inscrit dans un programme technologique peut postuler à cette bourse. Donc, si ça va s'appeler la bourse Yvette Lapadessa, ce sera très facile à reconnaître. Bravo pour tout ce que vous faites pour l'émergence justement des technologies de l'information et de la communication, notamment sur le plan peut-être mondial, mais on est toute notre gratitude pour le continent africain parce qu'on sait que cette bourse permettra aussi à plusieurs étudiants du monde, à travers le monde, d'avoir accès à une meilleure connaissance. Parlons un peu de l'intelligence artificielle parce que sur le continent, si on parle l'Afrique subsaharienne, je préfère faire ce focus là-dessus, on n'a pas encore maîtrisé même les nouvelles technologies de l'information et de la communication, mais le monde évolue aujourd'hui à tel point qu'on est au stade de l'intelligence artificielle. Pensez-vous que l'Afrique, le continent est prêt à faire face justement à ces avancées technologiques-là? Très bonne question. L'intelligence artificielle n'attendra pas que nous soyons prêts. Dans les laboratoires, Meta, Google, toutes les grosses compagnies multinationales du monde vont continuer à développer leurs intelligences artificielles. Ce qui va arriver, probablement ce qui arrive déjà, c'est que quand c'est gratuit, nous sommes le produit. Comme pour beaucoup de choses, comme pour beaucoup d'applications que nous utilisons. Alors, c'est nos données qu'on va déposer dans ces applications-là pour avoir le droit de les utiliser. Mais après, toutes nos données sont comme un vrai, comment dire, un fonds de commerce pour ces entreprises-là. Alors, ce que je dirais, c'est que les gens doivent être conscients. Les gens doivent être éveillés à cela. Et en donnant un téléphone à notre enfant ou à notre jeune, il faut le sensibiliser ou la sensibiliser à cet enjeu-là. On ne dit pas de fuir la technologie, au contraire. Il faut embrasser la technologie, mais il faut être conscient de tout ce qui vient avec. Donc, c'est comme un nouvel alphabet, c'est comme un nouveau langage. Il faut apprendre les rouages de ce langage-là et être totalement éveillé à ce qui se passe dans la technologie. C'est pour ça que j'en appelle beaucoup à la littératie numérique. J'ai eu la chance, il y a ça fait déjà un peu plus d'une dizaine d'années, d'aller dans un lycée je pense que c'était à Ebolova, dans le sud du Cameroun, apporter des portables et faire un petit lab avec des jeunes de lycée. Et ce que je constatais, en fait, c'est que les jeunes allaient sur l'ordinateur, non pas pour aller dans des encyclopédies ou apprendre à utiliser un traitement de texte, mais plutôt pour regarder des vidéos, pour du divertissement. Et très vite, on tombait dans... Oui, et très vite, on tombait même dans des choses interdites ou quoi. Alors, je pense que ce qui est important pour les parents, parce que peut-être des fois pour certains adultes, c'est trop tard, mais je crois qu'il faut vraiment investir dans la jeunesse, dans le sens de vraiment les éveiller et les sensibiliser à tous les travers qu'on va avoir dans les technologies, dans l'utilisation des technologies, les réseaux sociaux et toutes ces intelligences artificielles qui se développent. Et je rêve peut-être d'avoir dans des lycées, par exemple, des enseignants qui sensibilisent les jeunes à comment bien utiliser une intelligence artificielle. Et je reviens encore, pas pour être pessimiste, mais juste pour que pour que tout le monde soit éveillé à cette réalité
il y a des éléments, par exemple, de ChatGPT qui ne sont pas disponibles en Afrique aujourd'hui. Oui. Alors qu'ici, on est capable de le tester, on est capable de l'utiliser. Alors, dans la mesure où c'est disponible, j'encourage les enseignants à justement éveiller les jeunes, montrer les limites de ces outils-là et puis leur donner le plus de connaissances possible sur l'utilisation de ces éléments-là et aussi les mettre en garde par rapport au travers de ces éléments-là. Puisqu'on est devant une enseignante qui sait de quoi est-ce qu'elle parle, il serait absurde de sortir de ce sujet sans aborder un autre aspect. On voit le côté délicat justement de cette intelligence artificielle. Si on prend les contextes des campagnes électorales, on a le contexte du Gabon où ces jours, les candidats de l'opposition ont vu circuler sur les réseaux sociaux des extraits, des audios de conversation ou qui auront certainement un impact sur l'électorat et qui peut influencer le choix des futurs électeurs. C'est dire l'aspect véritablement délicat et l'impact, l'influence de l'intelligence artificielle sur le cours d'une campagne électorale. Tout le monde doit savoir, la grand-mère qui est au village doit savoir que tout ce qu'on voit sur Internet n'est pas toujours vrai. Il y a des fausses nouvelles, il y a de l'intelligence artificielle, il y a des reproductions de voix, il y a des reproductions d'avatars. On peut fabriquer, il y a du fake, il y a des techniques, toutes sortes de techniques pour fabriquer toutes sortes de choses. Et effectivement, ça peut influencer le cours d'éléments aussi importants que le processus démocratique. Ça peut influencer même nos choix personnels, nos choix individuels. Donc, tout le monde doit le savoir que c'est sur les internets. Ça peut être de l'intelligence artificielle, ça peut être des fausses nouvelles et prendre un pas de recul toujours avant de se lancer. Moi, je pense qu'on ne va pas arrêter tout ça, ça va continuer, mais là où on va être plus solide en tant qu'humain, à avoir la technologie comme notre allié et pas comme notre adversaire, c'est de dire, de bien comprendre les contours et de bien les maîtriser et de bien vulgariser aussi. C'est un devoir aujourd'hui, à mon avis, pour tout parent, tout enseignant qui a cette connaissance, de le transmettre, d'en discuter avec les jeunes et puis de sensibiliser, d'ouvrir les esprits pour plus de littératie numérique. Je reviens à ce mot-là. Notre vision sur ce plateau, c'est une vision au féminin et la place de la femme dans tout ça. Oui, c'est intéressant comme question parce que les intelligences artificielles, écoutez, le monde des technologies, pour l'instant, est encore très masculin. C'est une réalité, c'est un fait. C'est d'où justement des initiatives comme les bourses que j'ai lancées pour encourager les femmes. Et ce qu'on a constaté au fil des ans, c'est qu'il y a des biais cognitifs dans la conception de ces intelligences-là. Le biais cognitif peut être en termes de couleur de peau, grosseur du nez pour les technologies de reconnaissance faciale, par exemple. On a vu des technologies qui n'étaient pas capables de reconnaître une physionomie, par exemple, de personnes noires versus une physionomie de personnes blanches. Donc, il y a des biais à différents niveaux. Donc, il y a des biais qui peuvent être de cet ordre-là. Il y a aussi des biais des choses parce que les intelligences, elles font ce qu'on leur demande. Elles sont programmées d'une certaine façon. Alors, ce qu'on peut dire récemment, il y a beaucoup de femmes dans le monde des technologies qui militent, qui travaillent fort pour que justement le regard, les programmations, qu'on essaie de nuancer les choses, qu'on essaie d'être plus inclusif. C'est difficile, mais au moins, on est conscient de cette problématique-là et on y travaille très fort. Il y a beaucoup de militantes aux États-Unis, en Europe, qui
qui travaillent là-dessus et on ose espérer que ça va évoluer. L'inclusion, la diversité, l'équité, on est quand même dans une ère où les voix se font entendre depuis, par exemple, l'assassinat regretté de George Floyd aux États-Unis. On a quand même une ouverture un peu plus grande par rapport à ces questions-là. Donc, on espère que le travail continue. Ce n'est pas gagné d'avance, mais on ne peut qu'espérer que le travail continue. Dans tous les cas, vous avez la chance ou bien l'avantage d'avoir l'expérience des deux contextes, canadien et camerounais. Et lorsqu'on regarde aujourd'hui sur l'aspect, si on prend uniquement le Cameroun, est-ce qu'il y a un potentiel chez la jeune fille? Il est peut-être existant parce qu'il ne faudrait pas que ce soit perçu un peu comme... J'ai eu envie de vous demander, de vous demander, vous blaguez. Il ne faudrait pas que ce soit perçu... Écoutez. Oui, je vous écoute. Écoutez, moi, je regarde les jeunes filles au Cameroun, mais je dois vous dire que je suis bluffée. Je suis bluffée. Il y a des talents. Il y a une jeune fille qui a lancé, je pense qu'elle est dans le top 30 de Forbes. Elle a lancé des initiatives. Elle fait programmer des dames dans le nord du Cameroun. J'oublie juste son nom, mais je l'ai sur le bout des lèvres. Ça va me revenir. Donc oui, on a du potentiel. Il y a des talents. Et moi, je dirais, où que vous soyez, étudiez, avancez, ne vous laissez pas freiner. La maternité, le mariage, tout ça, ce ne sont pas des freins. Au contraire, ce sont des éléments qui nous permettent d'être épanouis dans notre personnalité. Parce que souvent, on va brandir le fait que, oui, c'est une femme, on va pas... tu sais, elle va se marier, elle va faire des enfants, donc elle va être hors circuit. Mais non, au contraire, on a une identité à assumer. Et si c'est votre chemin, il ne faudrait pas que ces éléments-là qui nous permettent de nous épanouir soient des freins. Non, moi je dirais, où que vous soyez, ayez soif de connaissances, continuez et ne vous laissez jamais arrêter. Juste par le fait que vous êtes une femme. Ah, c'est très important. Et encore qu'il y a une phrase qu'on aime à répéter sur ce plateau, il n'y a que vous-même pour vous stopper. Car rien ne peut vous stopper, vous pouvez tout faire, vous pouvez aller même au-delà de ce que les autres pensent de vous, encore que le regard des autres ne devrait pas déterminer qui vous êtes ou bien la femme à venir. Yvette Lapa, on va sortir de cette émission en revenant un peu sur la thématique de cette émission qui était le sport comme ancrage social. Vous êtes naturellement d'accord avec cela? Le sport comme ancrage social, écoutez, les plus belles rencontres de ma vie, je les fais parfois entre deux gouttes de sueur sur le stage ou dans une salle de gym ou au parc quand je donne une leçon parce que les gens sont détendus. Les gens viennent là, pas pour être sérieux, pas pour stresser. Ça fait aussi partie de la vie, le plaisir. Hein. On a le droit de donner un peu de temps juste au plaisir. On a le droit que ça devienne une cause dans notre vie parce que la vie est assez compliquée comme ça. Hein? On a le droit d'avoir des petites brèches où on se fait plaisir, on se fait du bien et l'exercice en est une magnifique. Alors j'encourage tout le monde, filles et garçons de tout genre confondus, à vraiment trouver votre activité préférée à vous et ne pas lâcher. Et surtout sortir de cet aspect, le diktat du monde du showbiz, diktat du monde de l'industrie de l'habillement où on est focalisé sur le physique, prendre plaisir simplement à être qui on est et se donner à une activité sportive pour des bonnes raisons, comme vous l'avez dit. On reprend cela avec beaucoup de déterminisme et de joie. Parce qu'il est important... Tout à fait. Oui, il est important. Parce que croyez-moi, l'apparence est totalement secondaire. Alors, je peux le répéter, l'apparence est totalement secondaire. Ce qui compte, c'est ce qui vous fait plaisir, c'est le bien que vous vous faites, à vous et à votre santé. Ah, ça c'est dit. On fait du sport parce qu'on veut bien vieillir. On fait du sport parce qu'on rêve de demain et qu'on rêve s'occuper de ses enfants, arrière, petits-enfants,
en gambadant comme si on avait 10 ans toute une vie. Ça, c'est un pari et pour le relever, cela demande justement, simplement, comme vous l'avez dit Yvette, prendre du plaisir à faire ce qu'on fait et non voir comme une pénitence parce qu'en tout cas, comme vous l'avez dit, la vie est très courte. Alors, il faudrait chaque fois vivre et simplement vivre, prendre du plaisir à être là. Yvette Lapa, merci pour le rayon de soleil que vous êtes. Je tiens simplement à rappeler qu'au-delà d'être coach fitness, vous êtes passionné de technologie et merci pour cette bourse HSE Canada, c'est Montréal. HEC Montréal. Oui, HSE Montréal, où vous donnez l'opportunité aux jeunes filles au niveau international d'avoir accès à cette bourse pour pouvoir réduire le clivage lorsqu'il s'agit d'accès aux nouvelles technologies de l'information et de la communication ou bien la maîtrise de ces outils-là quand on sait que c'est un milieu où l'inclusion n'a pas encore véritablement pignon sur rue, mais grâce aux actions comme les vôtres, on va arriver à retrouver cet équilibre-là. Merci pour tout ce que vous faites. On va se quitter en regardant juste en bout de ce que vous faites en salle avec le rythme Zumba et c'est avec beaucoup de chaleur, Yvette, qu'on vous dit merci. Merci à vous. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ainsi que se referme cet autre numéro de Moi Femme sur Dash News. J'aurai le plaisir de vous retrouver dans 7 jours. Ça passe très vite. À bientôt. Relax.